la disparition de Lina. On va mettre une vidéo de la disparition de Lina dans un concert de soutien. BFM TV, BFM Story Weekend, Ronald Guintrange. Et pour débuter, donc direction Grande-Synthe, dans le Nord, la nuit dernière, je vous le disais, un adolescent de 15 ans a été victime de violences aggravées. Bonsoir, Alizé Boissin, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV. Une enquête a été ouverte et une question se pose, y a-t-il un lien avec la mort de Philippe lundi dans cette même commune ? Oui, c'est encore très compliqué d'établir ce lien parce que la personne qui est hospitalisée en ce moment, ce mineur de 15 ans qui est hospitalisé donc à l'hôpital de Lille, c'est l'un des cousins des adolescents mis en cause dans l'affaire Philippe qui a été agressé lundi soir. Pourquoi c'est encore très compliqué de faire ce lien? Tout simplement parce que cet adolescent de 15 ans, il n'a pas encore été auditionné. Ça veut dire qu'il n'a pas pu livrer encore sa version des faits et donner d'éventuels détails sur ses potentiels agresseurs. Voilà sur ce que l'on sait. Alors, deux sources concordantes sur ce que l'on sait de cette agression, c'est que ça s'est déroulé hier soir, aux alentours de minuit 20, que son pantalon, ses baskets lui ont été dérobés, qu'il se serait retrouvé face à plusieurs agresseurs qui lui auraient asséné des coups au visage et aux côtes, dont Grande-Synthe qui connaît une série d'agressions maintenant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et à ce propos, le préfet du Nord a demandé à la ville de Grande-Synthe de renforcer son dispositif policier. Un dispositif policier que on a vu ici depuis maintenant quelques heures. Plusieurs camions de police tournent dans cette ville de 20 000 habitants qui connaît donc une série d'agressions depuis maintenant quelques jours. Merci beaucoup Alizé pour ces précisions en direct de Grande-Synthe dans le Nord avec Thomas Loriot pour BFM TV. Pour en parler sur le plateau, Anthony Bem, bonjour, avocat au barreau de Paris, spécialiste du numérique. À distance avec nous, Jacques Fonbonne, merci de votre participation, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, qui sera avec nous dans un instant. Je termine les présentations avec Mathias Tesson. Bonsoir Mathias, journaliste police-justice BFM TV, parce qu'on va débuter ensemble les échanges. Que sait-on de ce qui s'est passé précisément hier par rapport à ce que disait Alizé à l'instant? C'est vrai qu'on a assisté hier soir à Grande-Synthe à une agression qui peut nous faire penser à celle vécue par Philippe en début de semaine, avec des circonstances quand même assez proches les unes des autres. Pourquoi? Parce que ça se passe dans la nuit, aux alentours de minuit, qu'il y a un rendez-vous qui est pris entre cette jeune victime de 15 ans et manifestement ses agresseurs, un rendez-vous qui est pris via un réseau social qui n'est pas un site de rencontre, contrairement à ce qu'on sait de l'agression de Philippe. Et autre circonstance un petit peu troublante, l'identité de ce jeune homme de 15 ans, victime hier soir, qui n'est autre que le cousin d'un des jeunes mineurs mis en examen pour l'assassinat de Philippe. Alors pour cette agression, l'agression de la nuit dernière, pour l'instant, le jeune homme en question n'a pas encore pu être auditionné parce qu'il a été hospitalisé. On vient de l'entendre en raison de coups portés au visage mais aussi aux côtes. Il n'a pas encore pu être entendu et donc n'a pas pu livrer éventuellement différents détails sur l'agression qu'il a subie. L'enquête se poursuit. Est-ce qu'il s'agit de représailles? Est-ce qu'il s'agit d'intimidation ou est-ce qu'il s'agit finalement d'une agression indépendante de celle que Grande-Synthe a déjà vécue cette dernière semaine? C'est l'enquête qui le dira. Parce que ce qui est frappant, on reviendra dans un instant, on fera un point complet sur l'enquête sur la mort de Philippe, c'était lundi soir toujours à Grande-Synthe, mais ce qui est frappant, c'est la série d'agressions. Ouais. Il y a eu celle de Philippe, il y a eu celle d'hier soir, mais il y en a eu aussi une troisième. Trois agressions en une semaine. Ça commence samedi dernier avec un homme âgé de 39 ans qui indique lui aussi être tombé dans un guet-apens à la suite d'un rendez-vous pris sur ce fameux site Coco avec une jeune femme. 5 à 6 agresseurs lui tombent dessus, armés manifestement de battes de baseball. Ensuite, il y a évidemment cette terrible agression et cet assassinat. C'est ainsi que la justice qualifie les choses à ce stade de Philippe en début de semaine, qui décédera des suites de ses blessures et pour laquelle vous avez rappelé, il y a 2 mineurs qui ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Et puis cette dernière agression, la nuit dernière, toujours à Grande-Synthe, toujours dans des circonstances plus ou moins similaires, si bien que la préfecture du Nord a réorganisé le dispositif policier en demandant à la police nationale de venir renforcer le dispositif policier déjà existant dans la ville. Maître Anthony Bem, on va revenir dans les détails après sur ces 2 mineurs qui sont placés en détention, mis en examen. Quelle est votre analyse ou vos ressentis par rapport à ce qui ressemble effectivement à une opération punitive en représailles par rapport à une forme de première agression? Comment vous l'analysez-vous, avocat? Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez courant ou alors qu'on est dans une forme de choses exceptionnelles? Non, je dirais les agresseurs récidivent souvent en pratique.
Donc on n'est pas surpris lorsqu'il y a des nouvelles affaires qui reviennent. Après, en effet, les vengeances peuvent arriver. Là, je pense que c'est un cas un peu particulier. L'enquête permettra de déterminer quels sont les liens entre ces deux affaires. Mais il est très curieux que cela se passe au même endroit, selon un même mode opératoire, avec des personnes d'un même âge. Donc, en effet, ça se parle, ça communique beaucoup. Et en plus, le dénominateur commun, ce sont les réseaux sociaux et Ça, on va en parler Internet. évidemment parce que vous êtes spécialisé. Mais ça a des conséquences sur la façon dont on enquête ou dans la façon dont on défend. On peut rendre justice quand dans une commune comme ça, Grande-Sainte, c'est pas immense. Évidemment, tout se sait, tout va vite. On se connaît directement ou pas. Volonté ou non, on verra. Mais ça ressemble à une expédition punitive, à une vengeance. Comment une justice peut se faire de façon sereine? Il faut aller plus vite encore. La rapidité est une réponse En effet, à cela. on reproche souvent à la justice de ne pas être assez rapide. Les temps d'enquête sont longs. Il y a des démarches administratives qui sont nécessaires avec des autorisations de la part de juges. Les enquêteurs ne peuvent pas faire tout comme ils pourraient le faire dans l'immédiateté parfois, par manque de moyens, par manque de preuves, par manque de compétences aussi parfois, il faut le dire. Car lorsqu'il y a des pistes qui doivent être explorées qui ne le sont pas, on ne peut que le regretter a posteriori. Vous parliez de rapidité avec laquelle la justice doit passer. C'est encore plus valable pour la justice des mineurs. Évidemment. Parce que la détention provisoire d'un mineur ne peut excéder 1 an, voire 18 mois dans les circonstances les plus exceptionnelles. Et donc, dans ce laps de temps, si la justice ne souhaite pas que ces mineurs soient remis en liberté, elle doit passer très rapidement, en 1 an et demi quasiment. Alors ça, c'est justement, j'ai regardé le nouveau code pour la justice pénale des mineurs. Traitement en 2 temps. En gros, premier temps, un peu plus rapide qu'avant, on décide coupable ou pas coupable. Et puis un deuxième temps qui laisse encore là une forme de délai, on donne la peine. C'est le fonctionnement aujourd'hui. Est-ce que c'est adapté ? C'est toujours sur présomption qu'il y a une détention provisoire. La détention provisoire est une mesure privative de liberté avant une condamnation. Et vous savez que la règle, le principe est la présomption d'innocence. On ne peut incarcérer en principe une personne que s'il est condamné coupable par une juridiction. Donc la mesure de détention provisoire s'agissant des mineurs, elle est réglementée de manière extrêmement particulière, avec une motivation qui doit être faite par les juges lorsque la détention provisoire de mineurs est nécessaire, car vous savez que les mineurs aussi bénéficient de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. C'est-à-dire que le législateur diminue par 2 automatiquement du fait de leur minorité les sanctions pénales qui seraient encourues par les majeurs. Donc, en l'espèce, c'est la réclusion criminelle qui est à perpétuité qui est risquée, l'assassinat, je crois que ça peut aller jusqu'à 20 ans en ce qui concerne un mineur. On va revenir sur l'enquête sur la mort de Philippe à présent. 2 mineurs de 14 et 15 ans, on vous l'annonçait hier, ont été mis en examen puis placés en détention. BFM TV vous propose aujourd'hui un témoignage peut-être important, témoignage d'un homme qui nous explique que via ce site, ce forum Coco, il avait programmé un rendez-vous ce soir-là, à l'heure où Philippe a été battu à mort, et dans le même secteur, lui avait choisi d'annuler la rencontre après avoir soupçonné un guet-apens. Je les ai abordés sur Cocoland en premier, comme des gens normaux, on parle. Salut, ça va, tu fais... Bref, on a parlé, après, je vais être honnête, elle voulait des sous. Voilà, bref, j'ai proposé des sous, 150 €. Oui, à minuit 40, je leur dis exactement, non, je serai pas là, bref, je serai pas là. Et ils ont commencé à insulter, bref. Je leur ai dit que je savais que c'était faux, pourquoi ils faisaient ça. Ils m'ont sorti, c'est la res. Donc la res, entre parenthèses, ça veut dire en gros, c'est la galère. Bonjour Jacques Fonbonne, merci d'être avec nous, je le disais un peu plus tôt, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Comment on enquête ? On sent bien que c'est effectivement compliqué de démêler le vrai du faux, notamment quand le virtuel, le digital entre lignes de compte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour savoir véritablement le déroulé des faits et la cause de ce qui s'est passé ? Alors je pense qu'il y a effectivement deux aspects à l'enquête. Il y a d'abord la partie, on va dire la partie classique de l'enquête. C'est-à-dire que ça s'est passé à un endroit que l'on connaît. Il y a des faits qui se sont produits dans un laps de temps relativement court. Ça veut dire qu'il va y avoir une enquête de terrain. Le porte-à-porte, les accès, il y a forcément des vidéos, il y a forcément des points de passage obligés que des gens auront peut-être vus, c'est-à-dire qu'ils auront vu passer les agresseurs. Et puis, il y a tout ce qui va être évidemment téléphonie. Il peut y avoir un repérage, il peut y avoir des éléments de concordance entre certains numéros qui vont faire qu'on va pouvoir faire des rapprochements.
Et puis ensuite, il y a, je dirais, l'aspect numérique qui, lui, est extrêmement compliqué parce que ça veut dire qu'il faut aller sur les sites, mais on peut y aller comme un kidam et voir s'il y a éventuellement des commentaires, des choses qui pourraient amener un élément. Autrement, en dehors de la criminalité organisée, il est très difficile d'aller d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, sur les réseaux sociaux en se faisant passer sous un pseudo pour quelqu'un qui ne serait pas un enquêteur. Hein, vous le savez comme moi, à partir du moment où des officiers de police judiciaire se conduisent sans annoncer leur qualité et sans utiliser les moyens que la loi leur donne, on va dire en toute transparence, on va considérer que la preuve est déloyale, elle ne peut pas être rapportée devant une juridiction. Sauf cas particulier, lorsque le Code de procédure pénale l'autorise, notamment dans le cas de la criminalité organisée. On parle beaucoup, et ces dernières semaines l'ont montré, d'une forme d'ultra-violence chez les plus jeunes, chez les adolescents. Ce qui frappe également là, c'est le recours au digital pour organiser ce qui semble être un véritable guet-apens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Non, parce que, regardez, le rassemblement des personnes a complètement changé. Il y a des manifestations où les gens proposent le lieu, le moment de la manifestation sur Facebook, et on a en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, tout un tas de participants, alors que l'on n'a pas d'appel au porte-voix ou d'appel par la presse ou par la radio, par la télé, comme on le voyait exclusivement il y a encore quelques années. Et puis le problème je dirais, de ces informations, de cette circulation d'informations virtuelles, c'est que ça favorise ce que les policiers américains appellent un copycat, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint, qui est bouleversé par ce qui va se passer et qui a l'idée de recommencer selon un mode opératoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'auteur des premiers faits, mais il va reproduire ce modèle de criminalité, on va dire tout simplement parce que ça lui plaît, qu'il n'en a pas eu l'idée lui-même, mais qu'il va le refaire. Ça complique évidemment énormément, si c'est le cas, la tâche des enquêteurs, parce que vous comprenez bien que à partir du moment où l'on a un suspect, et si on a un deuxième ou un troisième fait identique dans un endroit où il n'a pas pu se rendre, eh bien ça rend les investigations très difficiles. Mathias, on rappelle 2 mineurs, 14 et 15 ans, mis en examen pour assassinat, placés en détention hier soir. Mais ce que nous disait la procureure de Dunkerque hier, c'est qu'il y avait aussi un ou plusieurs suspects qui étaient encore recherchés. Oui, l'enquête se poursuit effectivement pour retrouver d'autres suspects, à la fois dans cette enquête-là, mais sur d'autres faits similaires qui se sont déroulés antérieurement à ce qui est arrivé à ce pauvre Philippe. On peut rappeler aussi que à ce stade, les 2 mineurs mis en examen, eh bien, leurs versions des faits sont un petit peu différentes l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce que vous avez ce mineur de 14 ans qui, lui, admet avoir porté des coups de pied, mais sans intention de tuer. Quant au mineur de 15 ans, lui, il réfute totalement le moindre coup porté. Et il y a cette autre déclaration qu'ils font. Ils expliquent qu'ils ne se sont pas trompés, entre guillemets, puisque, vous savez, il y a une hypothèse qui encourage à penser que en fait, Philippe aurait été ciblé par erreur. Eh bien, ces 2 jeunes s'en expliquent déjà. Ils mentionnent avoir pris rendez-vous avec la victime, expliquent avoir bien vérifié que c'était la victime en faisant sonner son téléphone, sauf que nous, on sait que Philippe était au téléphone justement avec un ami au moment de son agression. Alors comment le téléphone aurait-il pu sonner alors qu'un appel est déjà passé en même temps? C'est pour ça que tous les téléphones ont été saisis et vont être exploités. Maître Bem, avant d'en venir à cette plateforme Coco, ces versions différentes, avec une forme selon nos informations, l'un des deux, pendant sa garde à vue, aurait éclaté de rire en regardant la photo du visage déformé de la victime. Comment on arrive à démêler le vrai du faux avec des jeunes qui sont de milieux et de familles extrêmement compliqués et qui visiblement ne se rendent pas compte de la gravité des faits? Qu'est-ce qu'on fait pour faire prendre conscience à ces jeunes-là que, ce qu'ils ont fait est dramatiquement grave et qu'ils vont le payer toute leur vie? Et comment on trouve la vérité? C'est le rôle de la justice de faire comprendre la gravité des faits. Lorsqu'on commet une infraction, le rôle de la justice, au travers notamment de la sanction, de la théâtralité qui est autour de la justice, les avocats qui portent des robes, tout le décorum autour d'une salle d'audience, etc. Je vous interromps parce qu'on parle des peines différentes, mais la théâtralité pour les mineurs, est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'on se retrouve dans les mêmes situations, dans les mêmes tribunaux, avec le même apparat, la même représentation? En tout cas, c'est là pour impressionner.
Et la garde à vue, la détention provisoire, les auditions, tout ça, c'est fait justement pour impressionner, pour faire en sorte en tout cas que la vérité éclate d'une part, et que l'auteur de l'infraction comprenne la gravité, pour qu'il n'y ait plus de récidive. Mais on voit, malheureusement, c'est une réalité, que le système judiciaire tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ne permet pas ni une réhabilitation, ni une prise de conscience, n'empêche pas la récidive. Donc il y a une vraie réflexion. La théâtralité pour des mineurs qui vont jusqu'à tuer quelqu'un, se tendre à un guet-apens, l'enquête évidemment, mais qui potentiellement aurait tendu à guet-apens pour des raisons surréalistes à un jeune et qui l'aurait battu à mort. Est-ce que la théâtralité de la justice, elle peut avoir un rôle ou une importance à leurs yeux? Non, on est déjà dans deux univers complètement différents où la passerelle risque d'être très difficile. L'auteur d'une infraction qui est dans le déni de son infraction, de la gravité de son infraction, il est très difficile de le faire revenir à la réalité. On peut dire que son cas est perdu quelque part. Je voudrais qu'on parle avec vous de ce site Coco. Alors, c'est pas un site, en fait, c'est une forme de plateforme. C'est un site. Il est qualifié comme site. C'est un site. Pourquoi on ne l'interdit pas? Parce qu'il est basé sur une île britannique, Guernesey en l'occurrence. Alors, il n'y a pas de contrôle possible. Alors, il faut qu'on reprenne en effet ce que c'est. C'est un site internet qui, en réalité, héberge un forum de discussion. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, en fait. Un chat sur lequel on peut discuter, sur lequel on peut s'enregistrer en moins de 10 secondes sans avoir à justifier ni de son âge, ni même sans avoir à indiquer son âge. Juste son sexe et sa ville. Avec sachant que ce n'est pas vérifié. Il n'y a aucune vérification de toutes les façons. Des hommes se font passer pour des femmes mineures pour attirer de présumés pédophiles dans leur filet. C'est ce qu'on nous explique. On y vient. Ce chat a une particularité, c'est que l'ensemble, d'abord, il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Que ce soit la partie gratuite ou payante, même combat. Il y a rapidement des espaces de discussion tournés autour du sexe. Ou en tout cas, on voit qu'il y a aussi des espaces de discussion consacrés aux mineurs. Donc il est très facile pour un prédateur, et c'est cela que crient les associations justement de protection justement des violences et des agressions sexuelles qui sont faites sur les femmes, reprochent justement à ce site d'être le terrain de chasse de ces prédateurs, que ce soit pour les mineurs ou pour les femmes en général. Là on voit que ce sont des hommes qui ont été pris pour cible et qui sont décédés notamment à cause de réseaux sociaux. On voit que ce réseau en réalité, il est où? Vous me disiez, il est à Guernesey. En réalité, c'est son hébergeur technique. Son hébergeur technique est à Guernesey, c'est-à-dire dans un pays où le droit de l'Union européenne et le droit français ne s'appliquent pas. C'est un paradis fiscal, par exemple. C'est aussi, par ailleurs, un paradis fiscal. Et c'est la raison pour laquelle Coco, qui à l'époque était .fr, c'est-à-dire avec une adresse en France, avait après une adresse, on l'a appris en Bulgarie, et enfin aujourd'hui à Guernesey. C'est vrai, c'est coco.gg. Exactement. GG veut dire Guernesey. Le point coco.gg. On l'appelle Cocoland aujourd'hui, à tel point que Coco a une telle existence, prégnance dans les réseaux, pour la jeunesse. Cocoland. Donc Cocoland, en réalité, est détenu par une société qui est en Bulgarie. La Bulgarie est dans l'Union européenne depuis 2007 et le droit de l'Union européenne, notamment le règlement sur la protection des données à caractère personnel, s'applique, qui impose la conservation de l'IP de connexion. Donc si moi, si vous, si n'importe qui se connecte sur Coco, simplement si j'écris à l'hébergeur, peut-être qu'à Guernesey, il voudra bien nous répondre, mais à la société, en tout cas, en Bulgarie, le droit, il n'y aura pas le choix. Et s'il y a une enquête pénale, parlons d'enquête pénale. S'il y a une enquête pénale, parce qu'on estime que Coco peut avoir des éléments de preuve sur les connexions et sur les échanges. Ça peut être intéressant pour nos enquêtes. Eh bien, en effet, le droit applicable vis-à-vis de cette société en Bulgarie peut donner lieu à une commission rogatoire de la part du juge d'instruction et de demander à cette société de communiquer l'ensemble, et elle n'aura pas le choix que de les communiquer. Une dernière question, ça prend combien de temps, tout ça? En réalité, c'est une question de mois, le temps que le juge d'instruction le fasse, qu'on le reçoive et qu'on s'exécute. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également au général Fonbonne d'avoir été avec nous. On va mettre une disparition de Lina. On va là, copier et coller. On va lire sur le sud-ouest.
Disparition de Lina. Près de 500 personnes solidaires de la famille à un concert de soutien. Publié le 21, on est aujourd'hui. Touché et solidaire de la maman de Lina, des centaines de personnes se sont mobilisées en assistant à un concert de soutien samedi soir à Plaine, en Alsace. Merci d'être là, avec toute votre bienveillance, votre élan du cœur. La mère de Lina s'est exprimée à l'occasion du concert organisé dans le village de Plaine, dans le Var. C'était le 23 septembre 2023. La mobilisation ne donne toujours rien. Les personnes entendues ont été relâchées. 7 mois après, l'association Les Bonnes Étoiles de Lina, créée par la mère de la jeune fille, a organisé à Plaine, samedi soir, un concert de soutien. Une pause dans l'enquête. C'est ce qui a déclaré Fanny, la maman à France Bleu, pour décrire ce moment de solidarité autour du groupe de rock White No, qui compte parmi ses proches. Il faut que les gens aient conscience qu'il faut des frais importants pour l'assistance d'un avocat, expliquait vendredi Franck Frigia, j'arrive pas à dire, le chanteur du groupe auprès de nos confrères de France 23, de France 3. Au-delà de l'enjeu financier bien réel pour l'association, ce sera l'occasion de montrer que Fanny est soutenue et de remobiliser les gens parce que tout est un peu en train de s'essouffler depuis quelques semaines. Près de 500 personnes se sont rassemblées dans la salle polyvalente samedi soir, autour de la famille et de ses amis. C'est important d'être là pour soutenir Fanny. On ne peut pas parler de soirée festive, mais c'est une façon pour qu'elle sente qu'elle est soutenue, a confié un habitant de la vallée à la radio. On va aller sur Twitter, ou X, c'est pareil, Twitter, X, Twitter. Ouais. Hop. Je sais qu'est-ce que je vais faire, je vais prendre l'autre. Attendez. Hop. On va faire ça. Copier. Est-ce qu'on peut copier Est-ce qu'on peut copier déjà? Attends. Ah oui, je peux faire copier là. Hop, hop. Copier. On va faire couper. C'est pareil. Hop. La solidarité sur le signe de la bienveillance. Et ici, Céline, il y a énormément de monde, beaucoup de personnes ont répondu présentes, environ 500 personnes dans cette toute petite salle communale de Plaine. Il y a bien évidemment la famille de Lina, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, ses amis, ses proches. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est extrêmement frappant, beaucoup d'anonymes. Et ces personnes à qui on a posé la même question et qui nous ont donné quasiment tous la même réponse. Pourquoi
pourquoi êtes-vous là ce soir? Était-il important d'être là pour vous? Eh bien, ils nous ont tous répondu qu'ils étaient extrêmement touchés par ce qu'il arrivait à Fanny Groll. Fanny Groll, c'est la mère de Lina, qu'ils se sentaient également solidaires et c'est pour cela qu'ils étaient venus ce soir. Et puis, aux alentours de 21h, juste avant que le concert débute, la mère de Lina est montée sur scène accompagnée par 4 autres femmes, portée quasiment par 4 autres femmes. Elle avait la voix qui tremblait. Elle a remercié toutes les personnes qui étaient venues aujourd'hui, les personnes qui l'ont aidée à organiser ce concert, les personnes qui ont répondu présent aujourd'hui. La mère de Lina extrêmement émue. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit justement à la tribune au micro de Juliane Roland. Bonsoir tout le monde et merci d'être là ce soir pour ce concert solidaire avec toute votre bienveillance et votre élan du cœur. Ça nous touche énormément, moi tout particulièrement. Je vais essayer de ne pas pleurer. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, de profiter et je vous remercie encore pour votre soutien à tous. Vraiment un immense merci à mes amis, à ma famille, à tout le monde qui me soutient et qui ont fait vraiment un magnifique travail. Mélanie, Lina est portée disparue depuis quasiment 7 mois et Nathalie, une téléspectatrice, nous demande où en est l'enquête sur la disparition de Lina. Cette enquête, elle continue, elle est toujours chapeautée par 2 juges d'instruction. Il y a toujours 15 enquêteurs, dont un profiler, qui sont dédiés à justement ces investigations, qui sont au sein de cette cellule spéciale, cette cellule d'investigation. Les derniers actes d'enquête, en tout cas visibles, ce sont, rappelez-vous, fin mars, ces 2 gardes à vue de ce couple de septuagénaires et de cet homme qui avait environ 40 ans. Ils ont été placés en garde à vue pendant 24 heures parce qu'il y avait des incohérences à la fois dans leur récit et dans leur emploi du temps, mais ils ont été relâchés au bout de 24 heures. Cette enquête, je vous le disais, elle continue. Les gendarmes travaillent en binôme, mais ils s'intéressent particulièrement à l'environnement numérique de la jeune fille. Toutes les pistes sont toujours explorées. Nous ne nous interdisons rien, disent les enquêteurs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, les vidéos plus l'actualité que j'ai lue, c'était sur le Sud-Ouest. Partagez la vidéo, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. Et je vous dis à la prochaine.